Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et la fête? La fête Il n'y a pas eu de fête à la CNSS. Il n'y a pas eu la fête du travail. Non, on n'a pas célébré. D'accord, ok. Ben, on va parler d'actualité internationale ce matin. D'accord, ce matin, on va parler d'un homme, en général, un homme en particulier. C'est Julian Assange. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Wikileaks. le fondateur de Wikileaks. Alors, Wikileaks, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui a été fondé par Julian Assange en 2006 et dans lequel, évidemment, il était permis à des lanceurs d'alerte de pouvoir envoyer des documents en toute confidentialité. Et ces documents-là devaient ensuite être relayés, envoyés vers des journalistes pour pouvoir être publiés. Alors, l'objectif, évidemment, était celui de tout journalisme, hein, c'est essayer de dévoiler la vérité, faire que la vérité se sache, quelle qu'elle soit. Alors, Julian Assange, il est australien, et donc c'est quelqu'un qui a une expertise avérée pour ce qui concerne l'informatique, la cybercriminalité, le piratage informatique, etc. Et donc, après un passé de hacker, notamment durant son adolescence, il avait même déjà été emprisonné. Donc, au sortir de prison, donc à la fin des années, au début des années 2000, puisqu'il avait plaidé coupable pour un certain nombre de chefs d'accusation qu'on lui avait fait. Donc en 2004, il est allé en prison, il est sorti en 2006. Et c'est à partir de là qu'il a essayé d'utiliser maintenant, de se dire, bon, il a des compétences, il a un savoir, alors pourquoi pas l'utiliser à bon escient. Quand on entend à bon escient, c'est au nom de la vérité. Et donc c'est comme ça qu'il se lance dans la création de Wikileaks. Alors, et donc Wikileaks, jusqu'en 2006, lorsqu'il crée son site, c'est un site qui est totalement inconnu. Et donc, c'est à l'indifférence générale que, évidemment, il va commencer à lancer cette activité-là. Alors, Julian Assange est parti d'un constat très simple. C'est-à-dire que la difficulté que les journalistes ont, c'est qu'ils n'ont pas accès à l'information. Et donc, pour avoir accès à l'information, il faudrait qu'ils aient, en fait, avant même de parler d'avoir accès à l'information, c'est-à-dire que Julian Assange lui a constaté que tous les journalistes à travers le monde entier, ils avaient à peu près les mêmes sources. D'accord? Ce sont des agences de presse, qu'elles soient publiques ou privées. Or, ces mêmes sources-là, en quelque sorte, relayaient en général les informations des gouvernements. Or, par essence, le gouvernement aussi peut mentir. Un gouvernement qui est vertueux, qui ne dit que la vérité, ça n'existe pas. Mais comment savoir lorsqu'un gouvernement ne dit pas la vérité? Comment savoir lorsqu'un gouvernement ment? Et donc, dans ce cas, si le gouvernement ment, comment est-ce qu'on peut apporter la preuve que ce gouvernement-là ment? Donc, c'est comme ça qu'en fait est née la réflexion sur la création de Wikileaks. Et donc, il va décider de se dire que, bon, si on a la difficulté donc, pour prouver qu'un gouvernement ment, c'est avoir la preuve. Et pour avoir la preuve, il faut qu'il y ait des gens dans le gouvernement qui soient en capacité, qui ont d'abord accès à ces informations, à ces documents, mais qui soient en capacité de pouvoir les relayer, les faire connaître au grand public, sans que leur identité ne soit révélée, sans que leur vie, leur carrière, soit parfois même la vie de leur famille, ne soit mise en danger. Et donc, c'est comme ça que il va créer donc ce site internet, puisque lui-même, comme je l'ai dit, c'est un ingénieur informatique de formation qui a un long passé de spécialiste en cybercriminalité et de piratage informatique, donc c'est un hacker. Il va donc décider de mettre en place ce Wikileaks. Wikileaks, en fait, c'est un site d'hébergement dans lequel des lanceurs d'alerte, donc des gens qui, de par leur profession, ont accès à certaines informations sensibles et qui estiment que ces informations-là sont délibérément cachées au public et que donc il est de son devoir, parce que évidemment c'est un démocrate, parce qu'il croit en son pays, parce qu'il croit en la liberté, parce qu'il croit en un certain nombre de valeurs, il croit en la justice, donc il a le devoir de prendre ces informations-là extrêmement sensibles et de les envoyer sur le site de Wikileaks afin que Wikileaks puisse
évidemment les faire connaître au grand jour. Et donc c'est comme ça que naît dans son esprit l'idée de création de Wikileaks. Et donc lorsque Wikileaks est créé en 2006, c'est dans l'indifférence générale, et donc il n'y a pas grand monde qui envoie quelque chose. Jusqu'à ce qu'un officier américain, Peyton Manning, décide d'y envoyer 17 000 documents qu'il a pris notamment du Pentagone et du département d'État, donc le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces 17 000 documents ? D'abord, il y a évidemment on y découvre toutes les exactions commises par les Américains en Irak et en Afghanistan. On découvre que, alors que les Américains disent que les soldats irakiens étaient traités de manière dignement respectant les conventions de Genève, on découvre à travers ces câbles que certains militaires sont extradés furtivement d'Irak et emmenés vers des pays où la torture est légalisée, notamment en Égypte et là-bas, ou au Pakistan. Et là-bas, ces soldats-là étaient torturés allègrement, puis renvoyés en Irak. Et on découvre également qu'en Afghanistan, il y a eu des bavures, c'est-à-dire qu'il y a eu des frappes sur des civils afghans et que tout ça avait été caché. Maintenant, pour ce qui concerne la diplomatie, dans ces câbles-là aussi, on découvre que en fait, les Américains espionnent les autorités européennes, espionnent les gouvernements européens, qu'ils avaient mis des systèmes d'écoute dans les capitales européennes. Donc, en l'occurrence, en Allemagne, en l'occurrence en France, en l'occurrence même au Royaume-Uni, eh ben, les Américains qui étaient censés, ces pays-là, le Royaume-Uni, la France ou l'Allemagne, qui sont censés être des États alliés des États-Unis, sont en fait espionnés par les Américains. Et cet espionnage-là va même plus loin, puisque les informations que les Américains retirent, ils s'en servent parfois, ils les envoient à certaines entreprises américaines lorsqu'il s'agit notamment de négocier par exemple des contrats extrêmement importants. Donc ils leur donnent des informations qui sont normalement confidentielles pour que ces entreprises-là soient en position de force et aient une longueur d'avance sur éventuellement les autres entreprises concurrentes pour justement bénéficier d'un marché. Donc c'est ça que les 17 000 câbles envoyés par Peyton Manning permettent au monde entier de découvrir. Donc on est stupéfait, on est sidéré. Et c'est là, évidemment, à partir de ces informations-là, que vont commencer les problèmes de Julian Assange. Pourquoi ? Parce que, évidemment, les Américains vont voir que les agissements de Wikileaks nuisent à leurs intérêts et que eux, en tant que superpuissance mondiale, il est totalement inacceptable qu'un individu ou un État puisse prendre des mesures qui aillent à l'encontre des intérêts américains. Les intérêts américains priment sur tout. Et donc, sous Barack Obama, il ne faut pas l'oublier, c'est Barack Obama qui va être le président qui va décider de mettre un terme, si tu veux, par tous les moyens possibles des agissements de Julian Assange. Barack Obama, qui a été élu en 2008 comme étant un véritable démocrate, qui est un défenseur des libertés, qui est un défenseur de la liberté d'expression, c'est Barack Obama qui va, lui, décider de mettre un terme aux agissements de Julian Assange. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est le même Barack Obama qui a décidé de bombarder la Libye avec toutes les conséquences que l'on connaît aujourd'hui. Bref, donc Barack Obama décide qu'il faut en finir avec Julian Assange. Et c'est là où véritablement les problèmes commencent. Dès 2012, les Américains mettent aussi la pression sur les alliés ou des pays qui sont en relation avec eux pour essayer de trouver une solution. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en 2010, lorsqu'il fait ses publications, d'abord, quand il reçoit les 17 000 documents, eh ben, lui se rend compte qu'il n'a pas la capacité seul de pouvoir d'abord trier les informations, les authentifier et ensuite les analyser avant de les divulguer. Et donc, il va faire appel à une association qu'on appelle l'Association internationale des journalistes d'investigation. C'est une association de journalistes qui travaillent pour la plupart dans de très grands médias comme The Guardian en Angleterre, comme le journal Le Monde en France. Donc ces journaux-là, comme le Washington Post aux États-Unis ou encore le New York
Post ou le New York Times. Donc, ce sont ces documents, les 17 000 documents-là, que Julian Assange va ensuite mettre à la disposition de ce consortium-là de journalistes. Et ce sont eux qui vont faire ce travail d'analyse, d'authentification et ensuite de publication. Et donc, à partir de là, donc, pour Barack Obama, c'est clair, l'auteur et le responsable de tout cela, c'est non pas Peyton Manning, parce qu'on va découvrir très vite que malheureusement, c'est Peyton Manning qui va être celui qui aura pris les documents et les aura envoyés à Julian Assange. Mais Julian Assange, entre-temps, va encore renforcer, si tu veux, le système Wikileaks pour le rendre encore plus indétectable. Et à partir de là, il va y avoir d'autres documents qui vont arriver. N'oublions pas les scandales des Panama Papers. Ce sont on a pu les avoir grâce notamment au fait qu'il y ait ce site d'information qui s'appelle Wikileaks, qui donne l'opportunité à des lanceurs d'alerte, à des personnes qui ont des informations, de pouvoir les divulguer sans que, évidemment, leur identité ne soit divulguée. Donc, à partir de là, les Américains vont voir en Wikileaks la bête noire numéro 1 et en Julian Assange l'ennemi numéro 1 à abattre. Et donc, ils vont mettre en place tout un ensemble de pressions sur leurs alliés. Et en 2012, Julian Assange va d'abord être accusé pour viol, pour une affaire par la Suède. La Suède va l'accuser d'avoir commis un viol sur son territoire. Bien évidemment, c'est quelque chose que Julian Assange va contester. Donc, du fait qu'il se trouvait à Londres à ce moment-là, et donc la Suède va lancer un mandat d'arrêt international. Et c'est lorsque ce mandat d'arrêt international va arriver que les Anglais vont devoir l'arrêter. Une fois qu'il est passé, évidemment, devant le juge, on va décider de le libérer sous caution. Et à partir de là, au moment où il sort, il bénéficie de sa liberté sous caution, il prend peur évidemment, pour sa vie, pour sa sécurité. Et donc, il décide d'aller se réfugier dans l'ambassade d'Équateur, qui est à Londres. Et donc, à partir de là, évidemment, on sait aujourd'hui que les poursuites pour le viol ont été abandonnées, mais durant 9 années, entre 2012 et 2021, l'Équateur va subir un harcèlement de la part des États-Unis. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Équateur, c'est un État d'Amérique du Sud, et donc l'Équateur va subir un harcèlement de la part des Américains pour obtenir, si tu veux, l'expulsion de l'ambassade de Julian Assange. C'est ce qui va se passer notamment en décembre 2019. Et une fois que Julian Assange va sortir, entre-temps, les Américains, eux, avaient changé leur législation. Pourquoi ? Parce que en 2012, en réalité, Julian Assange n'a commis aucun crime fédéral américain. Et les crimes fédéraux ne s'appliquent qu'aux citoyens américains. Et donc, Julian Assange étant un journaliste australien qui a créé un site d'information qui est basé en Europe et qui vit en Angleterre. Donc, d'un point de vue du droit américain, il n'avait absolument pas violé la loi. Et donc, en l'occurrence, à l'époque, les Américains n'avaient donc pas d'éléments juridiques sur lesquels s'appuyer pour lancer, évidemment, un mandat d'arrêt contre Julian Assange. Et donc, que vont faire les Américains ? Ils vont changer la législation en disant que la notion d'espionnage, c'est-à-dire que lorsque l'on prend des documents qui sont considérés par eux-mêmes américains comme étant confidentiels et secrets défense, n'importe quel citoyen dans le monde qui divulgue ces informations-là tombe sous le coup de poursuite de la justice américaine pour espionnage. Parce qu'ils considèrent qu'ils ont pris des informations, ils ont eu accès à des informations auxquelles ils n'avaient pas droit, et en plus, ils les ont divulguées. Et donc, en changeant la législation de leur pays, ils ont maintenant eux-mêmes définis, qui se donnent le titre ou la capacité juridique de pouvoir poursuivre n'importe quel citoyen de n'importe quel pays à travers le monde entier, citoyen dont ils estiment qu'il a commis un acte qui vise justement à nuire à la sécurité des États-Unis d'Amérique. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont décidé de lancer un mandat d'arrêt contre Julian Assange. Et donc, celui-ci a été arrêté dès son expulsion dans l'ambassade d'Équateur en décembre 2019. Dans un premier temps, il avait été placé par la justice britannique, parce que ses avocats ont saisi la justice britannique pour empêcher son extradition. Et en première instance, qu'a dit la justice anglaise ? Elle a dit que Julian Assange n'était pas dans un état psychologique suffisamment stable pour pouvoir être extradé, et surtout que les Américains n'avaient pas offert suffisamment de garanties
concernant, si tu veux, l'organisation d'un procès qui soit équitable. Ça, c'est ce que la justice britannique a dit. Eh bien, qu'est-ce que les Américains ont fait entre-temps? Eh bien, ils ont remis une nouvelle couche au-dessus. Ils ont remis encore de la pression sur Julian Assange. Et puis, en appel, évidemment, parce que ce sont les États-Unis qui ont fait appel de la décision britannique. Et donc, ils ont fait appel auprès de la justice britannique. Et là, coup de tonnerre, eh ben, en appel, la justice britannique décide de valider d'autoriser l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis parce qu'elle estime que les États-Unis ont apporté suffisamment de garanties quant à l'organisation d'un procès équitable et que Julian Assange est déjà maintenant en situation psychologique de pouvoir être extradé vers les États-Unis. Il ne faut pas oublier que s'il arrive là-bas, il risque une peine d'emprisonnement de 175 ans pour espionnage vis-à-vis des États-Unis. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de totalement inédit dans toute l'histoire du journalisme et du droit international. Et puis, il y a une chose aussi qui est encore plus grave, c'est que l'affaire Julian Assange se passe dans une indifférence totale. Les Européens qui sont toujours prompts à défendre la liberté d'expression, à défendre les libertés individuelles, eh bien, aucun gouvernement jusqu'à présent n'a levé le petit doigt pour défendre Julian Assange. Pire encore, la corporation des journalistes, les journalistes occidentaux, aucun ne prend la défense de Julian Assange, à l'exception de quelques journalistes que l'on retrouve dans Reporters sans frontières, mais ils sont absolument minimes. Il suffit de voir le nombre de personnes qui manifestaient le jour où la justice britannique avait rendu en appel la décision de transférer, de donner la décision concernant l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Il y avait très peu de journalistes. Or, n'étaient présents principalement que des avocats, que des hommes de droit. Ce sont eux qui sont vent debout contre, évidemment, cette extradition-là. Ni les gouvernements occidentaux, dont ni les hommes politiques même. Il n'y avait que Jeremy Corbyn, donc l'ancien patron du Parti travailliste anglais. Il n'y avait que Jeremy Corbyn qui était présent avec quelques hommes politiques à lui. Or, le reste, nada, silence total, que ce soit les Français, que ce soit les Allemands, que ce soit les Italiens, les Espagnols, ceux qui sont là pour être les champions de la liberté d'expression. Oh, nous, on défend la liberté d'expression. Voici un homme qui risque de terminer sa vie en prison parce qu'il a fait son travail de journaliste, parce qu'il a défendu la liberté d'expression, parce qu'il a exprimé sa liberté justement de faire connaître la justice. Il ne faut pas l'oublier. Sans Wikileaks, il y a pas mal de scandales que l'on n'aurait pas découverts. Et sans Wikileaks, il n'y aurait certainement pas eu aussi l'affaire Edward Snowden, qui est l'autre lanceur d'alerte. Il ne faut pas oublier que grâce à Edward Snowden, cet ancien ingénieur du NSA, donc l'organisme qui est là, qui gère les télécoms aux États-Unis, on a découvert que les Américains espionnaient, écoutaient les télécommunications, y compris des dirigeants occidentaux, de leurs alliés occidentaux. Et qu'est-ce qu'on a fait à Edward Snowden? Eh bien, on lui a fait brandir un risque d'emprisonnement, exactement comme pour Julian Assange. Les gens ne savent pas qu'aujourd'hui, vous savez où se trouve Edward Snowden? Il se trouve en Russie. Donc, pour un lanceur d'alerte américain, pour éviter de faire la prison, parce qu'il a fait ce que justement on lui a appris à l'école, c'est-à-dire on lui dit tu es un Américain, les Américains, ils défendent certaines valeurs, donc à savoir la liberté d'expression et le journalisme. Et donc, tu as constater que ton gouvernement n'agissait pas, ne respectait pas ces valeurs-là, et donc tu as pris tes responsabilités en tant que citoyen américain pour dénoncer ces agissements. Eh bien, qu'est-ce que fait le gouvernement américain? Eh bien, il se retourne contre toi. Et donc, toi, Américain, pour éviter d'aller en prison dans ton propre pays, tu es obligé d'aller en Russie pour te réfugier là-bas et éviter la prison. Ça, c'est véritablement un comble. Et donc, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, et c'est scandaleux. Maintenant, évidemment, il y a la décision qui doit être prise par le ministre britannique de l'Intérieur, parce que c'est lui, Priti Patel, qui lui sera celui qui est maintenant qui a le dernier mot en quelque sorte. C'est lui qui doit rédiger l'ordre d'extradition. Mais évidemment, la justice britannique, comme à chaque décision, laisse toujours un recours. Je crois que s'il donne l'ordre d'extradition, il va encore rester une possibilité pour les avocats
de Julian Assange d'attaquer cette décision-là, mais évidemment, on ne pense pas au regard de tout ce qui a été dit et fait aujourd'hui, que les Américains tiennent bon déjà, si tu veux, la justice britannique, parce qu'il faut dire la vérité, il y a une pression terrible que Washington met sur Londres, et Londres ne veut absolument pas décevoir son grand frère américain, et le gouvernement britannique sera prêt à tout pour extrader Julian Assange vers les États-Unis, où s'il met les pieds là-bas, eh bien, il est clair qu'il n'en ressortira plus vivant. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. On parlait de Julian Assange ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.